Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Vincent de Wolf. Bonjour. Est-ce que le gouvernement bruxellois et la région bruxelloise dans leur ensemble vont dans la bonne direction ? Mais je dirais que c'est compliqué à dire parce que, très honnêtement, après un an d'installation, ils ont fait des grandes déclarations dans la presse en disant nous avons 74% de nos intentions qui sont en train de se réaliser par des études et des enquêtes. Oui, c'est ce que dit le journal Le Soir, qui a screené un petit peu la déclaration gouvernementale régionale et qui a vu ce qui était déjà en cours ou pas. Et nous, on dit que ça, c'est pas sérieux parce que, allez, quand on connaît Bruxelles... 3 projets sur 4 en cours au bout d'un an, c'est pas mal. Mais en cours à l'étude. Alors, si c'est comme Mme Dupuis à l'époque qui identifie des logements, on ne sait pas vivre dans des logements identifiés. Allez, soyons précis. En matière de mobilité, en matière de logement, en matière d'emploi, de formation, ce sont des gros problèmes qui existent à Bruxelles. La dernière campagne l'a montré. Et dans ces dossiers-là, ils disent qu'ils ont lancé des études. Mais là, on se moque un peu des Bruxellois. Ouais, puisque ces problèmes existent. Il y a beaucoup de dossiers où c'est un peu plus que des études, où il y a les organismes, les OIP, ils sont en cours de préparation. Il y a des grands projets avec des quartiers, la zone du canal, le pôle Reyers, on sait que ça avance. Je ne veux pas être négatif, mais allez, les 10 grands projets urbanistiques existaient du temps de M. Piquet. Ça n'a pas été inventé par le gouvernement Vervoort. Ces problèmes sont connus. Il y a eu chez Métofoport, les casernes. Donc, tous ces dossiers doivent être étudiés, c'est vrai, mais ça fait 10 ans qu'on les étudie. Je prends un exemple de logement. Nous, on a fait tout un séminaire à Bruges avec tout le groupe parlementaire bruxellois du MR. Parce qu'on constate que la classe moyenne continue à fuir Bruxelles et c'est un vrai problème pour la vie dans Bruxelles. Mais on constate par exemple que la SDRB est devenue CityDef. Écoutez, un seul chiffre. Il y a à peu près 13 à 14 000 demandeurs à l'acquisition prêts à signer un compromis. Savez-vous, en 2014, combien de personnes ont signé un compromis ? 56 sur 13 000. Et donc, on ne vienne quand même pas me dire que ça fonctionne. Sur les logements moyens et moins sur les logements sociaux. Donc, nous disons qu'il faut arrêter d'espérer de construire des milliers de logements sociaux. Ça fait 15 ans qu'on n'y arrive pas. Et donc, prenons cet argent pour, d'une part, insérer du logement moyen, mais surtout aussi de la location loyer. Ça fait plus de 15 ans qu'on demande la location loyer. Il y a eu des projets, ils n'ont jamais réussi, point de vue de philosophie politique, à l'accepter. Même si la population bruxelloise, on sait qu'elle est en voie de paupérisation et qu'elle a besoin de logements sociaux. Mais c'est bien pour ça. Ouais. C'est bien pour ça qu'il faut une location loyer. Si je prends l'exemple de 300 € par ménage, fois 12 mois, ça fait un montant qui est assez minime par rapport à une construction de logement. Mais ça, vous donnez à un couple avec des enfants ou sans, aujourd'hui, tout de suite, ils ont un logement grâce à ça. C'est le gap qui doit être franchi. La proposition que nous avons déposée est très simple, je le dis rapidement. Un contrat entre la région, le locataire social et le propriétaire. Le propriétaire ne peut pas bouger le loyer pendant 9 ans. Et pendant ce temps-là, les gens sont logés. Il ne faut pas attendre des années pour construire des logements, des combats juridiques, des permis et des budgets énormes. Ouais, mais malgré tout, est-ce que vous ne constatez pas qu'il y a des projets qui avancent et on n'est pas encore au premier coup de pelleteuse ou au premier coup de pioche, mais il y a quand même des choses qui ont l'air de voir le jour? Écoutez, on peut quand même espérer. Que ce soit la zone du canal ou Reyers, par exemple. Chez Beethoven a été débarqué, il y a des bonnes intentions, mais comprenez quand même que nous, après un an, on constate que le chômage n'a pas vraiment régressé, la formation en alternance... Le chômage, il baisse. Mois après mois, les statistiques sont bonnes. Oui, mais la formation en alternance qui est fondamentale, regardez... On est revenu quand même à des chiffres qui n'étaient pas ceux qu'on n'avait pas connus depuis plus d'une dizaine d'années. Il y a, c'est aussi l'effet de la garantie jeune avec le projet européen, mais ce qui nous importe, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 90% des chômeurs qui ne parlent qu'une seule langue, 70% des chômeurs qui n'ont qu'un diplôme d'humanité secondaire inférieure. Il faut travailler là. C'est fondamental. Et là, ça n'a toujours pas bougé un an après. Oui, c'est la région qui doit le faire ou c'est la communauté française, Fédération Wallonie-Bruxelles? C'est la région qui doit le faire. Ouais. Et comme ce sont des gouvernements qui sont en partie miroirs, ils peuvent se rencontrer, ils peuvent avoir des projets, des accords de coopération, des tables rondes et des plateformes pour travailler ensemble. Alors, vous avez fait une mise au vert, vous y avez fait référence à Bruges. C'est pas très loin d'Ostende, Bruges. C'est vrai, c'est vrai. Vous êtes revenu avec des propositions dans 4 domaines. Vous avez évoqué les logements, mais vous parlez également de réindustrialisation de la région bruxelloise, mais en mettant l'accent sur l'artisanat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est trop dépendant du tertiaire à Bruxelles? Tout à fait. Donc moi, j'avais, avec le groupe parlementaire, rencontré pas mal d'opérateurs qui nous ont expliqué que la désertification économique de Bruxelles provient
effectivement d'un tout au tertiaire, tout au service, tout au bureau. Ouais, on peut corriger cette tendance? On peut corriger ça. Alors pas évidemment avec une industrie lourde, on ne va pas remettre Cockerill ou de la sidérurgie sur Bruxelles. L'idée c'est de faire venir des artisans à valeur ajoutée. Vous savez, si on prend un exemple d'un cordonnier qui aujourd'hui sait encore recoudre des semelles à la main, des bouchers de qualité, la nanotechnologie, l'industrie agroalimentaire, l'industrie du luxe, etc., ce ne sont pas des choses qui sont polluantes, ce ne sont pas des choses qui prennent des terrains environnementaux, qui posent des difficultés de durabilité, mais c'est ça qui fait la mixité. Ouais. Et comment on fait pour encourager ça? Alors, comment on fait pour encourager ça? Nous avons une série d'idées. Je reviens à l'emploi. Je reviens à la formation. Si vous n'avez pas d'artisans qui peuvent donner des cours à des jeunes bouchers, vous savez, un boucher de qualité qui fait du travail de qualité, on fait la file devant les. Donc ça, c'est Bruxelles Formation qui va s'en occuper. C'est Bruxelles Formation, c'est des accords avec, que ce soit la boulangerie, que ce soit... avec les secteurs. Avec les différents secteurs, donc de manière pratique, dans la profession, l'aspect technique professionnel. C'est les écoles aussi, les hautes écoles, mais les écoles techniques et professionnelles, tout ça doit être revalorisé, la formation en alternance, et ça donnera de la main-d'œuvre alors à ce qu'on appelle cette réindustrialisation, c'est-à-dire dans le sens du travail concret vers l'habitant avec une mixité. On a aussi une idée novatrice, je glisse rapidement parce que je crois qu'elle est importante. Aujourd'hui, le petit commerce disparaît. Chaque année, on voit le petit commerce qui diminue. Or, il y a 100 000 emplois. Et la qualité de vie à Bruxelles, c'est la diversité des commerces. Et pour ça, notre idée, c'est la régie foncière de la région, les régies foncières communales, CityDef et Atrium se mettent ensemble leur patrimoine, achètent de manière coordonnée des rez-de-chaussée. C'est pas assez coordonné aujourd'hui? C'est pas du tout coordonné, on ne se parle pas. Allez, donc ça permettrait d'avoir une offre qualitative. Mettez une cote au gouvernement de Rudy Vervoort au bout d'un an. Moi, je mettrais 4 sur 10 actuellement. Ouais. Est-ce que vous n'êtes pas un peu dur au bout d'un an de pouvoir déjà dire que ce n'est pas la moyenne? Écoutez, si on estime qu'ils sont encore en première session et qu'ils peuvent se rattraper... Donc ils ont une marge de progression. Et qu'ils ont une marge de progression, alors on pourrait se situer peut-être entre 4 et 5,5. Allez, j'ai beaucoup de questions Twitter pour vous, et elles tournent très souvent autour de la problématique du survol des avions. Ça a laissé des traces au-delà de la campagne électorale. Avez-vous encore l'espoir que Jacqueline Galland apporte des solutions structurelles, comme par exemple l'interdiction des vols de nuit? Mais bien sûr qu'on a l'espoir que Jacqueline Galland apporte des solutions structurelles. Maintenant, il faut être raisonnable. Ce dossier, tout comme l'était BHV dans le passé, est un dossier qui est très ancien, qui n'est pas aisé à résoudre, des problèmes techniques, des problèmes juridiques. Sachez déjà quand même que le moratoire qui avait été promis a été mis en œuvre, que la ministre de l'Environnement qui a mis des sonomètres dans l'ensemble de la région, les réunions auxquelles j'ai participé, ça démontre qu'il y a eu une vraie amélioration. Mais interdire les vols de nuit, elle peut mettre ce point-là sur la table au gouvernement fédéral? Mais c'est pas à moi de le dire. Mais vous êtes du même parti, vous la connaissez un petit peu. Bien entendu. Elle a été prendre un petit déjeuner à Etterbeek, si je me souviens bien, avec vous. C'était pas un petit déjeuner, mais c'est pas grave. Elle est venue à l'occasion du moratoire, rencontrer des habitants. Donc je dis qu'en tout cas, la situation s'est sensiblement améliorée. C'est pas la fin de la difficulté. Il reste des Bruxellois qui sont survolés et c'est effectivement des choses qu'il faut résoudre. Quelles sont les solutions? Il y a des messages très durs. Est-ce qu'il faut que la population bloque l'aéroport pour qu'on comprenne qu'on a assez joué? Une autre, Jacqueline Galland, sous pression de Chris Peters, serait d'accord pour remettre des avions sur le canal, qui est la route la plus peuplée. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je crois qu'on ne joue pas. Le gouvernement ne joue pas. Il y a vraiment un accord de 2008, de 2009, de 2010 qui définit les lignes directrices. On veut éviter de survoler les zones densément peuplées. On veut trouver des solutions structurelles et des solutions techniques. Il faut rencontrer les régions et les opérateurs, Belgocontrol. Laissons faire la ministre. Ça fait une petite année qu'elle est là. Ça fait quand même plus de 10 ans ou 15 ans que ce problème existe. Ouais. Faisons-lui confiance. Moi, je suis tout à fait confiant quant à une solution. Mais on a entendu les associations, y compris l'association Pas Question, dire que si on remettait plus de vols de nuit sur la route du canal, c'était quand même une catastrophe pour les Bruxellois. Vous êtes d'accord avec ça? Mais écoutez, actuellement, la ministre elle a une position de dire je ne vais pas sortir avec des possibilités de solutions parce que tout de suite il y aura des contre-feux et on n'arrivera pas à des solutions raisonnables. Faisons-lui confiance.
moi je suis persuadé qu'on pourra améliorer sensiblement la situation par rapport à ça. Mais ce n'est pas en bloquant l'aéroport, ce n'est pas par des gestes ou de violence ou de, je vais dire, de blocage qu'on va trouver des solutions. Ça, ce n'est pas exact. Alors j'ai une autre question Twitter, mais on change de thème. Un internaute qui vous demande ce que vous pensez du plan métro sur 7 ans qui est présenté par Elsamp. Alors je l'explique pour ceux qui n'ont pas lu l'interview, c'est une interview d'Elsamp dans le journal L'Écho qui disait plutôt qu'un tram 71, on devrait faire un métro. Et ça va peut-être coûter un petit peu cher, mais c'est réalisable dans les 10 années qui viennent. Vous êtes d'accord avec elle? Un métro à XL, c'est la bonne solution? Mais donc il faut sans doute voir. Donc je ne connais pas le détail de son interview. Hein, donc j'ai lu ça. C'est une libérale mais flamande. J'ai lu ça rapidement. Ouais. Donc vous savez très bien que le problème du tram, de la tramification. Il y avait un tram, on a mis un bus, on veut remettre un tram. Moi j'avais lu ayant entendu que Pascal Smet faisait marche arrière par rapport à ça. La difficulté, c'était évidemment le maintien du commerce pendant les travaux. Alors, est-ce que le fait de prévoir un métro avec la technique du tunnelier en sous-sol, d'abord, est-ce que c'est faisable sur le plan financier? Est-ce que ça a été budgété? Si on le fait à XL, on risque de ne pas pouvoir le faire à Uccle. Donc, moi, je pose la question du point de vue financier. Donc, on sait très bien ce que coûte 1 kilomètre de métro. Et puis, j'ai des craintes par rapport à la viabilité commerciale de la chaussée d'XL pendant les travaux. Alors, on parle beaucoup de mobilité. Est-ce que l'idée du PS défendu par Ridwan Chahine et Loreton Cullings notamment, de faire une taxation au kilomètre, c'était une bonne idée? C'est une idée que nous refusons à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que justement, parlons du métro, le gouvernement actuel qui est là depuis 10, 11 ans maintenant, pendant 10 ans n'a rien fait pour le métro, même pas une étude, même pas un cahier de charges, même pas des contacts avec les opérateurs. Donc on a perdu 10 ans. Les ruptures de charges ne sont toujours pas réglées. Le programme Pulsar qui permet d'avoir des rames sans chauffeur, kilomètre, etc. Donc plus taxés ceux qui roulent plus et moins taxés Alors, ceux qui roulent moins. À ce stade-ci, c'est presque de la provocation du pouvoir public que de le faire, parce qu'il faut d'abord balayer devant sa porte, il faut d'abord avoir lancé des projets métro, avoir le système Pulsar qui avance, avoir le système du REB qui fonctionne. Et à ce moment-là, quand, en choix de liberté, l'usager choisit un mot plutôt qu'un autre. Voilà, exactement. Arnaud Pinksteren, écolo, hier à votre place, il disait, moi je vais demander à Rudy Vervoort de nommer un commissaire aux comptes sur Vivaqua parce que c'est pas transparent. Vous êtes d'accord avec lui? Non, moi j'ai un peu suivi cette polémique. Je pense que sans être... c'est les écolos qui montent au créneau. Voilà, c'est un peu comique de dire ça, mais c'est un peu une tempête dans un verre d'eau. Je veux dire, c'est dans le domaine de l'eau, mais allez, on sait très bien que Hydrobru et Vivaqua vont fusionner. Ça avance bien. Moi j'ai eu des réunions, des rencontres. Je sais que ça progresse bien. Ils ont un planning. Ça va être bien pour les Bruxellois. Laissons faire les instances qui sont compétentes. Donc il n'y a pas de problème de transparence? Mais non, donc je crois qu'il faut toujours être prudent quand on utilise la presse pour essayer de mettre des institutions en difficulté. Il n'y a pas de motif, pour moi, il n'y a pas de problème majeur à Vivaqua ni à Hydrobru. Alors, une dernière question. Vous êtes avocat de formation. On a eu 2 reportages dans le journal. Avocat.be, donc le barreau qui dénonce la surpopulation dans les prisons, et puis la ville de Bruxelles qui a dit un oui mais à la prison de Harren. Il la faut, cette prison de Harren? Votre vision régionale, vous, c'est quoi? Il faut une prison à Harren? Et qu'est-ce qu'on fait de Saint-Gilles-les-Forêts? Je pense que l'état physique des prisons de Saint-Gilles-les-Forêts est déplorable. La ville de Bruxelles a pris une position, oui, mais, je peux comprendre le mais c'est un problème qui concerne un peu toutes les communes bruxelloises. Dès que vous avez une infrastructure qui est internationale... On préfère l'avoir chez le voisin que chez soi. C'est pas tellement ça. C'est le problème de la main morte, je veux dire. C'est des services qu'on va rendre, que ce soit pour une crèche internationale, que ce soit pour un bâtiment international ou que ce soit pour un bâtiment fédéral. La commune qui reçoit ce service-là... Ça ne rapporte rien à la commune. Ça ne rapporte rien à la commune. C'est moche de dire ça comme ça, mais je comprends la démarche de la ville. La ville dit oui et demande des compensations. Il faudra voir si la région sera en mesure de les donner. Que maintenant il faille une prison moderne, bien équipée et humaine pour les détenus, c'est évident. Et après on pourra fermer Forêt et Saint-Gilles, ou il faudra les transformer en autre chose, ou il faudra les rénover pour accueillir des détenus encore? Ça, c'est une programmation fédérale qui devra se faire. Ça me paraît difficile de répondre comme ça à l'emporte-pièce. Merci Vincent de Wolf d'avoir été l'invité de l'interview. Demain, c'est Jean-Christophe Pezès que vous retrouverez dans l'interview. À demain.